Bonjour à tous, bienvenue pour notre deuxième webinaire de l'année pour le groupe CCA. Donc le premier webinaire concernait le laboratoire Cosmebac, notre laboratoire de microbiologie. Au mois de février, nous avons parlé de monitoring environnemental avec Charles Régnier. Aujourd'hui, on va parler du laboratoire Analytech, en particulier du dosage des conservateurs. Ces deux laboratoires font partie du groupe CCA avec Cosmepar et Cell Alternative. Nos 4 laboratoires sont situés à Nantes et dans la banlieue de Nantes. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien, responsable du laboratoire Analytech. Effectivement, donc Julien Gauvry, responsable du laboratoire Analytech. Là, je vais vous présenter très rapidement le laboratoire pour que vous ayez une idée de comment on est constitué. Donc, il y a 10 ETP, dont 6 techniciennes, puisque j'ai que des femmes au sein de l'équipe. Donc, 6 techniciennes, une responsable adjointe qui est Marianne Pereira et moi-même. On fait à peu près 5100 dosages de conservateurs par an selon la méthode PSCC, donc principaux conservateurs de la cosmétique, sous le code ACMO 058 pour les connaisseurs. On fait aussi à peu près 220 dosages d'allergènes et 900 dosages de filtres UV dans vos produits. Alors aujourd'hui, on va vous parler des conservateurs. Les conservateurs, c'est votre quotidien. Vous les manipulez tous les jours, vous formulez avec. Et pourtant, on a choisi ce sujet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que avec la tendance actuelle de la clean beauty, des formulations plus naturelles, on constate avec Julien qu'on a de plus en plus de questions de la part de nos clients. Et on s'est dit que c'était vraiment une bonne occasion de partager ces questions tous ensemble et de pouvoir y répondre d'une seule traite pour pouvoir mettre en commun nos données et nos expériences. Donc, depuis 15 jours que vous avez pu vous inscrire, vous avez envoyé vos questions. On les a rassemblées, regroupées. Vous n'allez peut-être pas reconnaître exactement la question que vous avez posée. C'est normal, on a compilé vos questions. Vous ne trouverez pas non plus de réponse à vos questions sur la formulation parce que bien que j'ai un passé de formulatrice, ce n'est plus mon métier maintenant. Aujourd'hui, on va plutôt parler dosage, réglementation et l'évaluation de l'efficacité antimicrobienne. Alors, on va commencer avec la première question. Julien, qu'est-ce qu'un conservateur? Un conservateur, on va se fier par rapport à la définition du règlement européen 1223. Donc l'article 2 est le premier tiré, agent conservateur, les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique. Et donc, quelle est la base réglementaire en Europe? C'est donc celle que Julien vient de nous donner. C'est le règlement numéro 1223-2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. La partie qui concerne les agents antimicrobiens, c'est l'annexe 5 qui est la liste des agents conservateurs admis dans les produits cosmétiques. On recense en ce moment 53 agents conservateurs dans cette liste. C'est une liste qui est dynamique parce qu'elle va évoluer en fonction de l'avis du SCCS qui va pouvoir plutôt retirer des molécules plutôt que d'en ajouter et va également réglementer le dosage d'utilisation. Alors Julien, quels sont les conservateurs qui sont les plus couramment utilisés en cosmétique? Alors, les conservateurs sur l'année, en tout cas 2025-2026, on est sur le sodium benzoate, le benzoïque acide, donc le pendant acide-base, le potassium sorbate et son acide, le phénoxyéthanol et la chlorphénézine. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est que les données sont les données extraites du laboratoire Analytech. Donc, vous voyez bien qu'on a à peu près 5100 dosages par an, donc ce qui est quand même très représentatif. Ce qui est représentatif de la France, mais aussi de ce qui peut se passer autour des pays de la France, notamment l'Espagne. C'est pour ça qu'il faut bien prendre de la hauteur par rapport à ces chiffres, bien qu'au vu du volume, on reste quand même représentatif de la profession. Donc, les principales familles représentées sont les acides organiques et leurs sels. On a déjà cité deux qui sont les deux principaux, le sodium benzoate et son acide, et le potassium sorbate et sa forme acide. On a les alcools et halogénés avec le phénoxyéthanol, la chlorphénézine qui est le composé halogéné, le cyanide et le benzylalcool. Le MIT, CMIT, c'est important, c'est pour ça que j'ai contextualisé, c'est que en fait, le MIT, CMIT, ce sont pour les produits qui sont à l'export en dehors de la France principalement, et des produits qui sont issus des clients internationaux que le groupe CCA a. Et enfin, on a les méthylparabènes, propylparabènes et éthylparabènes qui sont boudés depuis un certain moment
Et en plus, on évoque des dosages, mais généralement, nos clients nous demandent l'absence de ces conservateurs dans leur formule. Donc, c'est pas réellement un dosage, mais en tout cas, ils interviennent en tant que tels dans nos bases de données. Alors, Julien, quelle est la différence entre un conservateur listé et non listé? C'est encore lié à la définition du règlement 1223, donc sur l'annexe 5, le conservateur listé est autorisé sous conditions réglementaires, donc les 53 que tu as cités tout à l'heure. Ok. Les conservateurs non listés, substance qui a une activité conservatrice, que vous pouvez mettre en tant que conservateur parce que vous connaissez son pouvoir de conservation, mais elle n'est pas listée et donc pas autorisée comme agent conservateur. C'est bien ça la différence. Et donc ne doit pas être utilisée en tant que telle. Mhm. C'est la nuance entre conservateur listé et non listé. Alors, peut-on formuler sans conservateur? Cette question a deux réponses. La première, c'est oui, pour les produits définis par la norme ISO 29621 de 2017 comme étant à faible risque microbiologique. Ce sont par exemple les produits anhydres, les produits qui sont dans des emballages airless, les produits à usage unique, les produits qui ont un pH extrême, un fort taux d'alcool ou des produits pour lesquels on mesure une activité de l'eau très faible. À noter que tous les produits qui ne sont pas définis comme étant à faible risque microbiologique doivent bénéficier d'une analyse du risque microbiologique qui passe le plus souvent, dans 99% des cas, par un challenge test critère A, voire critère B. À la question peut-on formuler sans conservateur, on va également répondre non. Au congrès de Chartres, en novembre 2025, la DGCCRF a rappelé qu'un produit qui doit être conservé doit l'être par au moins un conservateur listé dans l'annexe 5. Nos représentants métiers que l'on a interrogés nous indiquent qu'il faut être capable de justifier de la bonne conservation des produits sans les boosters. C'est-à-dire que, pour rappel, l'utilisation des co-conservateurs est interdite et si vous en utilisiez pour une fonction autre, vous devriez, malgré tout, en cas de contrôle par les autorités, justifier de la bonne conservation du produit sans ces ingrédients. Donc si vous utilisez par exemple des glycols en booster de conservation, il faut justifier par un challenge test que si vous retirez ces glycols, la molécule conservatrice listée est capable de protéger la formule. Alors, comment choisir un système conservateur adapté en formulation? Donc, on va prendre en compte plusieurs paramètres. Tout d'abord, le type de produit. Une émulsion, un moussant ou une lotion ne vont pas se formuler de la même manière et on ne va pas les conserver de la même manière. On va choisir des stratégies différentes. C'est encore plus compliqué lorsqu'on va vouloir travailler sur des phases inverses ou même sur des biphases. La composition de la formule va également être importante. Si dans votre formule, vous utilisez par exemple une eau minérale chargée en électrolytes ou beaucoup de pigments minéraux, des argiles, il va y avoir nécessairement des interactions avec vos agents antimicrobiens qui vont pouvoir se voir aussi sur les caractéristiques organoleptiques de vos produits. Également, s'il y a des agents chélatants, et on le voit très souvent dans les exemples que l'on peut rencontrer au laboratoire Analytech et Cosmebac, c'est les filtres solaires. Une même conservation, un même système de conservation utilisé dans une émulsion simple et une émulsion dans laquelle on va venir ajouter des filtres solaires va forcément avoir un système de conservation qui va être différent. On va également s'intéresser aux caractéristiques physico-chimiques de la formule et organoleptiques. Plutôt physico-chimique pour la partie pH, on sait que les acides organiques, par exemple, sont plutôt efficaces à pH égale pKa. Lorsqu'on s'éloigne de pH égale pKa, on voit une diminution de l'activité antimicrobienne de ces conservateurs. On va également s'assurer qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec les autres ingrédients de la formule, par exemple avec les actifs, lors d'une étude de stabilité. Évidemment, on ne va pas formuler de la même manière un produit qui est destiné au bébé, qui est destiné aux peaux sensibles, qu'un gel douche qui va être destiné à tout type de peau. Et donc, on ne va pas choisir le même système de conservation. Tous ces éléments, une fois qu'ils ont été bien calés, il va falloir les valider par un test d'efficacité, un challenge test. Quelles sont les méthodes analytiques les plus utilisées pour quantifier les conservateurs dans les produits cosmétiques ? Donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur de métier d'Analytech. Et déjà, à noter que sur le dosage des conservateurs, il n'y a pas de méthode normée, il n'y a pas d'ISO associé au dosage des conservateurs. Ça veut dire que chaque fois que vous doserez les conservateurs, ça sera sur une méthode interne, une méthode dite maison, qui permet de doser plus ou moins de conservateurs en même temps. Dans le cas d'Analytech, on en a 14 et on y reviendra un petit peu après. Donc on dose ces conservateurs en HPLC UV.
HPLC, c'est tout ce qui est la partie liquide à injection, et UV, c'est le détecteur, donc ultraviolet. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dilue vos échantillons quand ils arrivent. Pourquoi on les dilue? Pour qu'on arrive dans notre gamme d'étalonnage avec la concentration que vous nous avez donnée. C'est pour ça qu'on vous demande des spécifications, pour vous rendre les résultats en adéquation par rapport à ce que vous avez mis dans votre échantillon. Bien sûr, s'il y a des hors spécifications, on vérifie qu'on est toujours dans la gamme. On utilise donc les solvants A et B que vous voyez à l'écran pour diluer l'échantillon. Ces solvants A et B vont aussi être pompés dans la machine, mélangés, puis va pousser, en fait le liquide, le mélange va pousser l'échantillon qu'on aura injecté. L'échantillon va être poussé, va arriver jusqu'à la colonne chromatographique qui va faire son rôle de séparation des différentes molécules. On est obligé donc de séparer les molécules pour les quantifier unitairement. Une fois qu'on a passé cette étape, on envoie l'échantillon qui a été dilué vers le détecteur pour avoir des résultats et des datas exploitables. Donc les résultats, là on est sur une longueur d'onde définie. Sachez que sur les conservateurs et sur la méthode ACMO 058 PCC, donc principal conservateur de la cosmétique, on va utiliser 4 longueurs d'onde et là on est sur une longueur d'onde. Et là on voit aussi qu'on peut doser 5 conservateurs en même temps. On exploite à la fois les spectres UV pour identifier qu'on a la bonne molécule, le temps de rétention qui est aussi déterminant de la molécule, mais aussi l'air sous la courbe qui va nous permettre par contre, elle, de quantifier votre conservateur dans votre produit. Alors, combien de temps prend une analyse typique des conservateurs? Alors, quand tu dis typique, tu penses à la CMO 058, donc C'est les ça. conservateurs, les principaux conservateurs. Donc, imaginons, vous envoyez votre colis le lundi. On le reçoit le mardi avant midi. Donc, le jour même, on va enregistrer vos échantillons. Le lendemain, donc on arrive au mercredi, on va préparer vos échantillons en le diluant, en le mettant sur la machine. Et le surlendemain, donc le jeudi, on va exploiter les données, puis valider les rapports que vous recevrez en fin de journée. Donc au total, vous avez 48 heures pour avoir votre résultat. Et comment peut-on quantifier simultanément plusieurs conservateurs dans un même échantillon? Alors, ça joue sur plusieurs choses. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des méthodes maison. Donc on va jouer sur le gradient, la colonne utilisée, mais aussi les conditions précises de détection. Tout à l'heure, je vous ai évoqué qu'on détectait les 14 conservateurs sur 4 longueurs d'onde. Et c'est sur ça qu'on joue, parce que, effectivement, les conservateurs n'ont pas la même réponse en fonction de la longueur d'onde utilisée. On va jouer aussi sur l'extraction sur l'échantillon, parce qu'en fonction de l'échantillon, de la matrice qui fait preuve, qui est la matrice de votre échantillon, on va utiliser plus ou moins une méthode d'extraction. Si elle est plutôt aqueuse, plutôt lipo ou une poudre. Donc c'est 3 méthodes bien différentes. Et la méthode des PCC, comme je disais tout à l'heure et je le répète, on dose 14 conservateurs en 12 minutes. Donc c'est efficace et c'est pourquoi on peut doser plusieurs conservateurs sur un même échantillon en même temps. Très bien. Alors, en ce qui concerne la validation des méthodes, est-ce qu'il y a des standards pour la cosmétique ou des recommandations peut-être? Alors, nous, notre méthode PCC, elle est validée sur les matrices suivantes. Émulsion légère, émulsion grasse, poudre de maquillage et produit lavant. Donc avec ça, on va dire qu'on balaye 95% des échantillons qui sont au laboratoire. Bien sûr, il va y avoir des cas particuliers, mais qu'on maîtrise, hein, c'est des choses qu'on a au quotidien et c'est notre spécialité, on ne travaille que dans le domaine des cosmétiques. Mais après, les clients peuvent nous demander en supplément de faire une validation de méthode sur leurs produits. Il n'y a pas d'obligation réglementaire, mais pour les produits OTC, c'est fortement recommandé, voire obligatoire pour certaines. Donc ça peut valoir le coup de faire une validation méthode sur une formule qui serait difficile à conserver. Je pense par exemple à un biphase ou un biphase solaire. Ouais, c'est tout à fait comme tu l'as expliqué tout à l'heure, vu qu'il peut y avoir des interactions, c'est nécessaire, ou en tout cas pas nécessaire, mais c'est recommandé de faire une validation. Ensuite, en plus, on est sur un biphase, donc forcément, il va y avoir 2 conservateurs différents, un dans la phase grasse, un dans la phase aqueuse, et donc il faudra faire une validation sur chaque. Très bien. Alors, quand faut-il doser les conservateurs? Alors là, c'est une grande question, mais il y a à plein de moments de la vie de votre développement, il va falloir doser les conservateurs. Déjà, dans un premier temps, tout au départ, quand vous allez développer votre produit, il faut le faire. Pourquoi? Pour savoir, est-ce que déjà on retrouve la bonne quantité de votre conservateur? Tout simplement parce qu'en fait, il suffit que vous avez mis un conservateur, mais qu'une autre matière première, entre guillemets, contient ce conservateur, il peut augmenter la concentration de ce conservateur dans votre produit.
et ainsi potentiellement dépasser la réglementation. Donc il faut en avoir conscience le plus rapidement possible. Une fois qu'on a fait cette étape, nous aussi, ça nous permet de vous guider dans le choix de l'extraction. Soit, comme j'ai dit, lipo, classique ou plutôt poudre, en fonction de la matrice de votre échantillon. Et ensuite, une fois qu'on a déjà validé ce premier socle, on peut partir facilement vers une stabilité, T0, T3 moins 40 à 75% d'humidité relative, pour suivre comment pourrait évoluer le conservateur dans le temps. On simule, comme on dit dans la profession, 30 à 36 mois de vieillissement en temps réel. Ensuite, il y a pendant l'étude de compatibilité en cas d'impact du pack, savoir s'il n'y a pas une interaction contenant-contenu et notamment une absorption du conservateur sur les parois. Lors de l'industrialisation de la formule, c'est très important aussi puisque vous avez fait vos tests labo, vous avez potentiellement fait dans des petits réacteurs de 1 kg, 10 kg en fonction de ce que vous avez au laboratoire et ensuite vous allez passer en industrialisation, on peut passer sur 1 tonne, 10 tonnes, donc sur des quantités qui sont beaucoup plus grandes. Et donc, des agitations différentes, du chauffage différent aussi au niveau de votre cuve, et ainsi, ça peut modifier la forme physique, on va dire, de votre produit, et aussi le conservateur, soit qui est dégradé, soit qui n'est pas disponible, etc. etc. En libératoire, c'est là aussi important, soit à chaque lot, soit à une fréquence définie, lot, tous les X lots, pour s'assurer de la bonne réalisation de la formule. Donc, vous avez des process, donc normalement ils sont entre guillemets décrits, mais il peut y avoir des problèmes d'opération, et ça on en est conscient. Et que le pourcentage respecte la réglementation européenne, par exemple pour la chlorphénazine qui ne doit pas être supérieure à 0,3%. En plus de ça, on le voit de plus en plus par des retours clients que la DGCCRF demande de plus en plus de preuves sur cet élément-là. Donc c'est pour ça que dans la profession, ça devient, on va dire, une routine, quelque chose de classique qui est effectué par nos clients. Et au-delà de ça, j'aime bien prendre cet exemple, c'est que des fois j'ai des clients qui viennent me voir et me disent mais en fait là sur ce lot-là je suis sûr qu'il y a eu un problème et du coup vous dosez pour être sûr que j'ai pas le bon taux de conservateur, soit trop, soit pas assez. Et en fait c'est un élément à un moment T où vous avez conscience de la situation, mais vous pouvez aussi passer à côté de certaines situations. C'est sûr, vous avez l'étiquette pesée, mais on y reviendra après. Mais il faut aller plus loin et en fait se rassurer dans le temps pour éviter notamment d'avoir des retours conso. Enfin, ça peut être aussi utilisé en marqueur de traçabilité lors du protocole de nettoyage. Ça, vous décidez. On peut aussi vous orienter sur ce qu'il y a de mieux à faire, mais ça peut être un facteur de traçabilité. Et enfin, je l'ai passé tout à l'heure, mais on peut le faire en fin de DDM, donc à T3 ans à température ambiante principalement, pour savoir est-ce que ce que j'ai fait en stabilité accélérée correspond bien à ce que j'obtiens en temps réel. Et si j'ai mes étiquettes pesées dans mon dossier de l'eau, à quoi servent les dosages de conservateurs? Je t'ai un peu grillé a priori. Tout d'abord, ils servent à s'assurer que la formule est bien la même que dans le DIP. C'est important de pouvoir suivre en cas de changement de sourcing matière première. Vos services achats vont très certainement vous demander de valider plusieurs fournisseurs pour des matières premières stratégiques. Vous aurez validé ce choix par des lots en développement au laboratoire, mais ce n'est pas suffisant. S'il y a des changements, au moment où on passe en industriel, c'est important de bien doser les conservateurs, notamment sur des matières premières naturelles qui auraient des conservateurs dans leur composition. On va avoir un cumul des conservateurs et peut-être qu'on va atteindre le max de réglementation. Il faut également s'assurer que les matières premières, elles n'ont pas évolué et que vous ne soyez pas au courant. Si votre fournisseur ne vous l'indique pas, il est possible qu'il ait fait légèrement évoluer sa formule et que ça impacte fortement votre formule à vous. Donc c'est important de faire ces contrôles. Également, pour valider un changement de process industriel dans le cadre de la gestion des déviations, vous voulez ajuster votre mode opératoire. Il est important parce qu'il y a autre chose qui ne se passe pas bien dans votre formule. Il est important de valider que ça n'aura pas d'impact sur la conservation. Vous pouvez également utiliser le dosage des conservateurs pour valider un changement de sous-traitant. Si vous souhaitez modifier la formule, son volume, etc., vous allez peut-être faire appel à plusieurs fabricants. Et dans ce cas-là, il faut valider que le deuxième fabricant ou le troisième fabricant est capable de fabriquer exactement de la même façon que le premier, pour avoir la même formule. Et enfin, ça va également vous permettre de répondre à des demandes spécifiques à l'export. Pour l'entrée dans certains pays, on va vous demander des bulletins d'analyse avec ces dosages. Et surtout, si vous les avez réalisés, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Et c'est votre dosage qui fera foi.
Est-ce que doser les conservateurs suffit à garantir l'efficacité du système de conservation? La réponse est non. Le dosage permet de confirmer la présence, la quantité de conservateurs, mais il ne permet pas de garantir qu'il va être efficace. Et pour cela, il est nécessaire de réaliser un challenge test ou un autre test d'évaluation de l'efficacité microbiologique. Alors Julien, pourquoi les glycols et les pseudo-conservateurs, comme l'acide lévulinique, qui est très utilisé, ne font pas partie de la méthode des PCC? Alors, la méthode PCC ne concerne que les molécules issues de l'annexe 5 qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc, en fait, on ne peut pas intégrer, on ne souhaite pas intégrer d'autres conservateurs ou des glycols, déjà parce que des fois on n'a pas la possibilité technique, on verra après, mais les glycols, c'est dosé sur d'autres méthodes, et l'acide lévulinique, c'est sur le même équipement, un HPLC-UV, mais elle ne répond pas forcément aux critères définis pour doser les PCC. Donc c'est pour ça qu'on a une autre méthode. Mais aussi, parce que sur votre rapport, vous ne souhaitez pas forcément avoir apparaître à la fois des molécules issues de l'annexe 5 et des molécules qui ne seront pas considérées comme conservateurs. Et c'est pour ça. Comme je l'évoquais, les glycols sont dosés par d'autres techniques, GCMS, GCFID ou LCMS-MS, et en ce sens, on ne peut pas du tout l'intégrer dans un HPLC-UV. Et l'acide lévulinique, une autre méthode adaptée à la bonne quantification de cette molécule. Les molécules naturelles, c'est pareil, je pense notamment au Leuconostoc radish root fervente, pour lequel vous nous avez posé vraiment beaucoup de questions lors de la préparation de ces webinaires. Donc c'est une macromolécule, un polypeptide, et il ne va pas être dosable, et encore moins selon la méthode des PCC. Alors, Julien, quels sont les conservateurs les plus stables? Alors, les plus stables, moi je préfère parler des plus instables, les mauvais élèves. On parle surtout de l'acide déhydroacétique et l'ocimenzacol qui sont connus pour se dégrader, notamment lors des stabilités en temps réel, mais aussi en temps accéléré à 40 degrés 75% d'humidité. Là, on a pris deux exemples. Un exemple en temps réel où on utilise une potassium sorbate qui est plutôt un conservateur qui va rester stable dans le temps, mais que parfois, en fonction de la galénique qui est autour, en fonction de la matrice qui est autour, on peut voir une dégradation dans le temps. Ici, on voit une évolution, on perd 35% du conservateur initialement introduit dans la formule. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une stabilité sur chacune de vos références, puisque le conservateur ne se comporte pas de la même façon en fonction de l'environnement qui l'entoure. On a la chlorphénézine qui est réputée très stable, et c'est bien démontré par cet exemple. Sur un soin hydratant à T0, on est à 0,262, et 3 mois plus tard, à 40 degrés 75% d'humidité, on est toujours à 0,255%, soit une réduction de 2,7%, donc autant dire très faible. Donc ça, c'est la stabilité à la chaleur, mais si on avait fait le même exercice sur le temps réel avec la chlorphénézine, elle serait aussi stable? Généralement, c'est ce qu'on observe. Il peut y avoir des très rares cas où c'est complètement différent, mais c'est très très rare. Dans, on va dire, 98% des cas, on a la même tendance, et je parle bien de tendance, je ne dis pas qu'on a les chiffres exacts à chaque fois, mais la même tendance, soit on stagne, soit une diminution. Très bien. Et donc, la stabilité, on vient d'en parler, la stabilité à la chaleur et dans le temps, mais à la lumière, comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais du coup, au sein du laboratoire Analytech, on a décidé de faire une petite étude sur l'ensemble des PCC, donc les 14 molécules. Et là, on vous affiche que 4 molécules, les molécules qui ont, entre guillemets, une photosensibilité. Donc on fonctionne à une exposition à 72 heures en sun test, donc une lumière harmonisée, ce qui équivaut à peu près à 15-20 jours d'exposition complet à la lumière du soleil. Okay. Donc, on voit que l'acide salicylique diminue à peu près de 15%. Donc, il reste quand même un bon élève, mais on voit quand même qu'il y a une photosensibilité. Par contre, pour l'acide sorbique et l'ocimenzacol, on perd 50%. Et pour l'acide hydroacétique, toujours le même. Ben là, on perd presque la totalité, puisque à la fin, il ne nous reste que 6,8%, ce qui est vraiment très faible. L'acide hydroacétique, de ce que je connais pour l'avoir déjà manipulé, c'est un agent de conservation qui va aussi évoluer en fonction, qui va faire évoluer les caractéristiques organoleptiques de la formule. Donc c'est important de les surveiller parce que on retrouve le même élément plusieurs fois. Donc si vous voyez un changement de couleur, d'odeur, c'est certainement qu'il y a aussi une baisse du pourcentage de l'acide hydroacétique. En tout cas, il faut aller le vérifier.
Alors, est-ce que les conservateurs peuvent être consommés par les micro-organismes? Donc la réponse est non. On va arrêter ce mythe qui fait croire ça. En fait, ça ne va pas correspondre au mode d'action des antimicrobiens listés. Si on prend l'exemple des acides organiques, leur mode d'action, c'est d'avoir une activité biocide ou biostatique lorsqu'ils vont rencontrer le micro-organisme. Donc à chaque rencontre, ils vont avoir une activité biocide. Donc ils ne sont jamais limités, puisqu'à chaque fois, ils continuent d'être présents dans la formule, de rencontrer des nouveaux micro-organismes, et ils ne s'épuisent pas. Contrairement aux libérateurs de formaldéhyde, qui eux ont un stock de formaldéhyde, et à chaque rencontre, ils vont libérer une molécule de formaldéhyde, donc petit à petit, le stock diminue, et ils n'ont plus d'efficacité. On peut donc dire ou imaginer qu'ils sont consommés par les rencontres avec les micro-organismes. On a également des exemples, sur le Leuconostoc radish root ferment, on ne peut pas trop vous répondre parce qu'on ne peut pas le doser, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Sauf qu'on imagine que, étant donné qu'il s'agit d'une macromolécule, d'un polypeptide, si jamais dans la formule il est dégradé ou altéré, il va certainement se séparer en plusieurs peptides, plusieurs petites molécules qui vont être des facteurs de croissance pour les micro-organismes. Donc on peut imaginer que dans certains cas, ce type de molécule peut être consommé par les micro-organismes. Pour répondre vraiment non définitivement à cette question, on vous remet en exergue une étude Analytech qui a été réalisée il y a plusieurs années où l'on réalisait des dosages des antimicrobiens après le challenge test. On a fait plus de 1000 dosages dans ce cas sur des conservateurs de l'annexe 5 listés et on n'a jamais observé de différence significative entre le pourcentage d'antimicrobiens présents à T0 du challenge test et à la fin du challenge test. Donc vraiment, sur les antimicrobiens listés en dehors de ceux de libérateurs de formaldéhyde, le micro-organisme ne peut pas consommer le conservateur. Alors, question suivante, c'est avez-vous déjà observé des cas où un produit conforme analytiquement au conservateur s'est révélé non conforme microbiologiquement? Et quelles en étaient les causes? Donc, pour cela, on a 3 exemples. 3 exemples. Quoi de mieux que des exemples pour illustrer nos propos? Donc, un CT OK pendant le développement, mais KO en transposition industrielle avec le même INCI, dosage antimicrobien conforme. Donc là, c'est vraiment un partage de connaissances et un partage au quotidien avec mon collègue Antoine Noury, donc le responsable du laboratoire Cosmebac, où on a pu observer certaines choses qui évoluaient, ou en tout cas qui étaient dans ce cas-là. Donc le process industriel modifie la disponibilité des conservateurs d'un point de vue, par exemple, physique, perte d'homogénéité, ou des caractéristiques de la formule, par exemple un pH qui est, entre guillemets, plus ou moins important, et comme l'a dit Mélanie, pH égale pKa, donc pour avoir une pH égale pKa pour avoir une efficacité optimale du conservateur. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un CTKO à l'issue du dosage des conservateurs conformes. On a aussi un exemple de formulation solaire de l'un de vos confrères qui fabriquait sa formule chez un sous-traitant qui était conforme et ensuite il est passé chez un autre sous-traitant pour diverses raisons et en suivant exactement le même process ou en pensant suivre exactement le même process, finalement les challenge tests n'avaient pas les mêmes résultats que chez le sous-traitant initial. Non pas que le deuxième sous-traitant était moins propre, pas du tout, mais simplement le fait de changer d'outil de production, le fait de changer de façon de procéder, et ça peut avoir un impact sur les conservateurs dans les formules, en particulier sur des formulations solaires. Le deuxième exemple, c'est un challenge test qui est conforme pendant le développement, des dosages d'antimicrobiens qui sont conformes, un super critère A, on est hyper à l'aise, on va en industrialisation. Et là, on rencontre des problématiques de pollution. Alors, on vous rappelle que dans le challenge test, seulement 5 souches sont testées. Elles sont normées, donc elles sont représentatives de ce qu'on peut retrouver en cosmétique. Mais on se rend compte que des populations de germes très variées peuvent être dans vos usines et venir à la rencontre de votre produit qui ne saura pas se défendre vis-à-vis de ces micro-organismes. En plus, on constate que ces souches qu'on appelle les souches sauvages ou usines vont avoir développé des mécanismes de résistance qui fait que même avec un challenge test critère A, vous n'êtes pas sûr d'avoir des résultats conformes. Et enfin un exemple, le troisième exemple, le CT est KO pendant le développement
et dosage antimicrobien conforme. Donc vous développez, les conservateurs sont conformes, nous, Analytech, on trouve que c'est conforme, mais par contre le CT est KO. Bah, tout simplement, on peut avoir le cas d'une cristallisation dans votre produit, vous ne les voyez pas forcément à l'œil nu, mais des microcristallisations, ce qui fait que en fait, les conservateurs ne sont pas disponibles, biodisponibles pour aller lutter contre une contamination microbienne. Et ainsi, bah, on a le bon dosage, puisqu'on les retrouve dans la formule, mais pour autant, ils ne sont pas disponibles, ils ne peuvent pas lutter contre une contamination microbienne. Julien, les incertitudes de mesure peuvent-elles ou doivent-elles être prises en compte pour les concentrations lorsqu'on travaille au max réglementaire? Oui, bah oui, c'est forcément inévitable. En fait, c'est très important si on travaille en limite de concentration réglementaire. Je vais reprendre encore l'exemple de la chlorphénézine, qui est interdit au-dessus de 0,3%. Ainsi, il vaut mieux le formuler à 0,27%, tout simplement puisqu'on a 10% d'incertitude chez Analytech, mais en fait, dans tous les laboratoires, on aura une incertitude de cet ordre de grandeur, puisque c'est principalement lié à l'équipement en tant que tel. Et donc, il faut vraiment prendre en compte, et donc avec à 0,27%, vous aurez des spécifications qui vont osciller entre 0,25% et 0,3%. Ainsi, vous êtes conforme dans vos critères, et au-delà de ça, bah, vous êtes conforme par rapport à la réglementation, et c'est ce qui est le plus important. Pour abaisser l'incertitude, vous pouvez aussi réaliser une validation de méthode, comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour savoir exactement quelle est l'incertitude sur votre référence. Et bien sûr, si vous choisissez d'abaisser de 0,3 à 0,27%, on vous recommande fortement de refaire un challenge test ou un biolumix, par exemple, pour valider que vous avez la même efficacité antimicrobienne. Et si je peux rajouter, bien qu'on observe que dans la majorité des cas, il n'y a pas d'impact particulier, mais vous êtes obligé de refaire un CT en ce sens. En cas de contamination d'un produit fini de recherche de la cause, j'ai appris qu'on pouvait retrouver un conservateur dans un dosage, mais que cela ne voulait pas forcément dire qu'il était actif. Comment le savoir dans ce cas? Donc cette dernière question, elle résume un petit peu certaines choses qu'on s'est dites pendant ce webinaire. Donc oui, c'est possible d'avoir un antimicrobien présent mais non actif. On l'a vu avec l'exemple de Julien, si l'antimicrobien a cristallisé, on peut le doser, mais il n'est pas forcément dans sa forme la plus active. De la même manière, un antimicrobien sensible au pH comme les acides organiques, si on est en dehors trop éloigné de pH égale pKa, on a une forme qui est moins active. Donc on peut avoir un antimicrobien qui est présent à 100% dans sa forme acide ou sel et qui pour autant ne va pas avoir d'efficacité. Pour rappel, l'antimicrobien peut être actif sur une majorité des germes ou à minima ceux du challenge test, mais dans ses conditions industrielles, dans sa vie, il va rencontrer des germes sur lesquels peut-être il sera moins efficace. Donc voilà, nous avons fait le tour des questions que vous nous aviez adressées à l'inscription pour ce webinaire. On va regarder rapidement si nous avons d'autres questions qui sont intervenues pendant le webinaire et on y répond tout de suite. Donc cette question, on a reçu une question qui est intéressante, donc c'est Julien. L'acide déhydroacétique, tu nous as dit qu'il était peu stable à la lumière. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la préparation des échantillons? Est-ce que vous protégez les échantillons pour pouvoir faire le dosage? Alors, dans le cadre de l'étude, on était à une exposition assez violente, hein. On était sur 15-20 jours en exposition à la lumière du soleil pendant 24 heures, donc 24 heures pendant 20 jours, donc ce qui est important. Quand on reçoit les échantillons au laboratoire, on les reçoit, on a très peu de lumière nature, enfin on a peu de lumière directe du soleil, parce que déjà on est derrière des vitres, et au-delà de ça, notre échantillotech est quasi, non, et pas quasi, il est carrément avec des fenêtres opacifiantes, et du coup il est conservé de façon à ne pas rencontrer avec les UV. C'est certes une photosensible, mais c'est toujours moins photosensible que par exemple un rétinol, où là vraiment on va protéger ou vous demander de protéger votre échantillon avec un papier aluminium. Très bien. Alors, donc l'acide hydroacétique, pour contrer son effet photosensible, on va plutôt choisir un pack opaque, mais plutôt dans la vie du produit cosmétique et pas juste pour le moment de l'analyse. Non, il n'y aura pas d'impact. Par rapport au test, c'est très léger l'exposition qu'il peut avoir au niveau des UV. Très bien. Merci Julien pour ces réponses. Nous allons vous souhaiter une bonne journée et on vous retrouve très bientôt pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup, bonne journée.